Digitalisierung, la protection environnementale, Europas Zukunft, Migration, la souveraineté européenne. Wirtschaft. Nous sommes d'accord, l'Europe est face à de nombreux défis. Pour obtenir des résultats, il est essentiel de communiquer ouvertement et d'être à l'écoute. Pour cela, nous avons créé une plateforme, le dialogue franco-allemand. Diese Gesprächsreihe flankiert die Vorhaben des Vertrags von Aachen und soll den Zusammenhalt stärken. Das ist uns wichtig, denn wir an der Hertie School setzen uns ein für Multilateralismus und Kooperation. Ce qui fait la force et la spécificité de la relation franco-allemande, c'est le fait qu'elle repose sur un dialogue quotidien qui porte sur tous les sujets. Der souveräne Nationalstaat darf nicht verschwinden, aber wir dürfen Europa auch nicht verschwinden lassen. Gemeinsam müssen wir die Probleme lösen, nicht durch eine Abschottung von Europa und von der offenen Gesellschaft. Die deutsch-französischen Zukunftsgespräche sind eine Eventreihe mit 3 Formaten. Beim Sicherheitsforum geht es um Kooperation in der Außen- und Sicherheitspolitik. Bei Wissenschaft trifft Politik schaffen wir Synergien und verknüpfen Wissen. Und die zweitägigen Pariser Platzgespräche bieten den Rahmen für intensiven inhaltlichen Austausch. Auch mit Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Ja, herzlich willkommen zu unserem Forum Wissenschaft. Bienvenue à notre forum Recherche et politique des entretiens de la place de Paris. Il s'agit de la souveraineté européenne à cette nouvelle époque et je vois que nombre de personnes nous ont rejoints en dépit des températures et de l'augmentation des cas de Covid. Je m'appelle Anke Hassel et je suis co-directrice du Centre Jacques Delors. Ce forum Recherche et politique a lieu pour la 3e fois. Il a été fondé par notre ancien président Hendrik Enderlein qui, suite à la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, l'avait lancé cette idée. Il s'agit là donc de discuter de la politique européenne, de la politique en matière de sécurité, mais également de la politique économique à l'échelle européenne. Et donc, nous souhaitons organiser un échange régulier et développer des positions communes entre la France et l'Allemagne. Et nous souhaitons ainsi apporter notre contribution qui réunit chercheurs, chercheuses et représentants politiques. Nous remercions le ministère fédéral des Affaires étrangères pour son soutien financier, également Sciences Po pour son soutien organisationnel, en particulier Matthias Vieira, son président qui va prendre la parole, et notre présidente Cornelia Woll, que vous verrez cet après-midi. Je pense que nous avons bien choisi cette date. Je vais citer quelques mots-clés que vous connaissez tous. Tout d'abord, nous avons des élections importantes, les élections en Allemagne en septembre, qui a entraîné la signature d'un nouveau traité de coalition. Il s'agit de la souveraineté stratégique en Europe. Mais la France également a connu des élections et nous avons à l'heure actuelle une situation compliquée qui effectivement complexifie la question et la mise en œuvre des positions du président Macron par rapport à l'Europe. Et bien évidemment, nous avons la guerre d'agression russe en Ukraine qui donne un caractère urgent à ces discussions et c'est pourquoi nous avons choisi d'aborder cette question. À l'heure actuelle, beaucoup de sujets sont sur la table. On négocie dans le cadre du sommet du G7 à Elmau, mais également à Bruxelles, à Strasbourg et dans les capitales Paris et Berlin. Pour nous, il s'agit du bon moment pour réfléchir aux différents défis auxquels nous faisons face, pour trouver des solutions, pour progresser à l'avenir. Les sujets qui nous intéressent aujourd'hui sont d'un côté la question de l'approvisionnement en énergie de l'Europe, les initiatives franco-allemandes pour renforcer la souveraineté européenne et la politique européenne en matière de sécurité. Je souhaite à tous et toutes de bons échanges et je passe la parole à Matthias Vieira, président de Sciences Po Paris. Guten Tag, bonjour à toutes et à tous, chère Cornelia. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette 3e édition des dialogues franco-allemands que la RT et Sciences Po organisent depuis 2020. Je suis très heureux, même si je ne peux pas être physiquement présent, mais je suis très heureux en tout cas de pouvoir introduire et suivre ces débats. Philippe Martin, le doyen de l'école d'affaires publiques, est aussi connecté. Cet événement conjoint, en fait, financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, contribue année après année à renforcer à la fois la relation franco-allemande, mais aussi, évidemment, la construction et le développement de l'Union européenne.
Je suis particulièrement heureux de co-organiser cette série de débats avec la RT School et avec Cornelia, parce que c'est un partenaire central de Sciences Po, la RT School, et parce que sur le plan universitaire, les 2 dernières éditions ont été particulièrement riches. La première, vous le savez, c'était dans le cadre notamment des échanges d'étudiants avec Erasmus et qui a permis effectivement d'avoir toute une approche sur le sujet en lien avec la crise du coronavirus. La deuxième édition portait sur la crise climatique en 2021 et cette édition porte sur la souveraineté européenne qui a effectivement toute une série de palettes à prendre en compte, évidemment la souveraineté politique, diplomatique dans le cadre de la guerre en Ukraine, évidemment aussi d'autres types de souveraineté que la crise sanitaire a révélé. Je pense notamment à la question de la souveraineté sanitaire ou même de la souveraineté alimentaire. Avec la RT, nous entretenons des échanges importants, à la fois dans le cadre d'échanges d'étudiants. Nous sommes tous les 2 membres fondateurs de Civica, l'Université européenne des sciences sociales, et le prix Henrik Underline, à qui nous pensons évidemment aujourd'hui, puisqu'elle a été à l'initiative de ces dialogues, qui a permis d'être remis au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui renforce cette dimension et cette construction de l'Union européenne à travers notamment le moteur franco-allemand. Les échanges d'aujourd'hui vont permettre de mêler des universitaires et des responsables politiques de haut niveau, et je crois que c'est dans l'ADN de la RT et de Sciences Po de conjuguer le savoir à l'action des responsables de l'action politique avec des universitaires. Les intervenants dans les différents panels vont pouvoir développer sous un angle franco-allemand des enjeux liés à l'actualité et plus profondément au moteur franco-allemand. Et ça va nous permettre effectivement d'avoir des éclairages pour mieux appréhender la gestion de cette nouvelle crise qui est multiple actuellement et d'en tirer, nous le savons, des leçons pour les années à venir. Voilà, je ne vais pas être plus long et je voulais vous remercier en tout cas à la fois de votre présence et des discussions riches qui vont advenir dans les heures qui viennent. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce premier panel que j'ai l'honneur d'animer sur des questions énergétiques. Mon nom est Cécile Boutelet, je suis journaliste, je suis correspondante du journal Le Monde à Berlin depuis 12 ans déjà et spécialiste des questions économiques. Sur ce premier panel, effectivement, comme disait Madame Hassel, nous allons évoquer des questions énergétiques qui ne pouvaient pas être plus actuelles. Si je reprends les développements des derniers jours, côté allemand, le ministre de l'économie a déclenché le 2e niveau du plan d'urgence de gaz, du plan d'urgence gaz, après que l'approvisionnement est diminué de 40%. Et puis, il a évoqué cette semaine dans le Spiegel la phase très difficile dans laquelle nous entrons, une phase de crise gazière, selon ses mots. Il appelle à des économies d'énergie. Dans le même temps, juste hier, côté français, 3 dirigeants d'entreprises énergétiques, Engie, Total Énergie et EDF, ont appelé également à des réductions d'énergie face à la crise énergétique qui se profile cet hiver. Donc appelé à réduire sa consommation dès maintenant. Et autre nouvelle qui date d'hier, la réouverture d'une centrale à charbon à Saint-Avold, qui a été évoquée, c'est en préparation.
côté allemand, on s'interroge sur la relance des 3 centrales nucléaires restantes. Donc le sujet est extrêmement actuel, extrêmement important dans une perspective de souveraineté, mais aussi donc d'éviter des divisions sociales qui pourraient résulter de cette crise. Pour en parler, nous avons 3 invités que je vais vous présenter dans un instant, mais avant, nous allons écouter une introduction de Madame Franziska Brandner, qui est secrétaire d'État au ministère de l'Économie et de la Protection du Climat, qui parle donc dans quelques instants. Chers amis, liebe Freunde des deutsch-französischen Austausches, ich wäre heute sehr, sehr gerne bei Ihnen und bei euch. D'être parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, je suis à Bruxelles, mais je suis heureuse de pouvoir malgré tout apporter quelques réponses par voie numérique ou du moins de présenter quelques-uns de nos principes directeurs. La question est la suivante. Comment pouvons-nous concilier la diminution du gaz, du pétrole et du charbon russe et la justice sociale chez nous, en Allemagne, dans l'UE, mais également dans le monde entier? C'est une question très légitime et je peux dire d'emblée que les principes qui nous guident sont bien sûr la sécurité de l'approvisionnement, une plus grande résilience et la justice sociale combinée à des objectifs ambitieux en matière de protection climatique. Ce sont là nos points de repère qui nous guident et il n'est pas toujours facile de les mettre en œuvre. Dans la situation actuelle, nous voyons que nous rencontrons des difficultés en ce qui concerne le gaz lorsque le prix augmente ou en cas de pénurie. Le prix augmente aussi en cas de pénurie, mais s'y ajoute une véritable limitation quantitative. Et dans de telles situations, la question de la distribution se pose. Tout ce qui se raréfie, tout ce qui devient plus cher soulève effectivement la question de la répartition. Nous devons nous en occuper, tant au niveau de la politique nationale que de la politique européenne et internationale. C'est la tâche à accomplir. Nous devons veiller à ce que cette guerre, la situation actuelle, les changements qu'elle entraîne ne se fassent pas au détriment de l'égalité et ne viennent pas creuser les inégalités. Que faisons-nous donc face à la forte dépendance à laquelle nous sommes malheureusement confrontés? Il y a en gros 3 réponses. Premièrement, si un produit devient plus cher ou se raréfie, réduire sa consommation. Donc, renforcer l'efficacité, économie. C'est un volet très important de ce que nous faisons à l'heure actuelle avec des campagnes d'économie d'énergie, un soutien à l'efficacité énergétique, toute une panoplie de mesures destinées aux entreprises privées pour que nous puissions progresser dans ce domaine, consommer moins et donc importer moins. Deuxièmement, utiliser des énergies alternatives. Pour nous, il s'agit ici avant tout de développer les énergies renouvelables. Il faut progresser rapidement afin de réduire les importations et donc miser sur le développement. Mais cela ne suffira pas tout de suite. C'est pourquoi nous devons aussi importer du gaz d'autres pays. Et nous avons donc mis en place les terminaux GNL dans cette perspective. Et à long ou moyen terme, l'hydrogène vert en fera également partie. Donc, nous cherchons des alternatives au gaz. C'est pourquoi nous concluons des partenariats. Et l'avantage de l'hydrogène vert, c'est qu'il peut être produit dans de nombreux pays, tandis que les réserves naturelles de gaz ne sont disponibles que dans certains pays. Nos réponses, donc, premièrement, économiser, consommer moins. Deuxièmement, sources alternatives en accordant la priorité aux énergies renouvelables et également le gaz et l'hydrogène vert. Et troisièmement, puisque cela fait aussi partie de l'équation, la question est de savoir que faire si au final, il y a quand même un delta entre ce que nous obtenons et ce dont nous avons besoin. Les bases légales européennes accordent clairement la priorité aux citoyens, aux citoyennes, pour que personne n'ait froid en hiver. Mais la question se pose malgré tout de savoir comment répartir le reste au sein de l'industrie, mais aussi quelles mesures d'économie d'énergie les citoyens doivent-ils prendre pour traverser cette période difficile. C'est à cela que nous travaillons. Ce n'est pas une question à prendre à la légère, mais elle est en préparation, non seulement au niveau national, mais également au niveau européen, car nous devons bien sûr travailler ensemble.
Donc, c'est la question de savoir comment est-ce que nous gérons ce delta. Et sur cette question, je pense personnellement qu'il est important de soutenir les citoyens qui ont un petit budget, qui arrivent à peine à joindre les deux bouts aujourd'hui avec leur salaire et qui ne pourront plus le faire si les prix de l'énergie augmentent. Si la situation se maintient, malheureusement, nous devrons probablement réfléchir à ce que nous ferons à l'automne. Mais il est clair que nous avons un premier paquet de mesures d'allègement et le deuxième, s'il s'avère nécessaire, doit être équilibré sur le plan social et se concentrer sur ceux qui en ont besoin. Nous ne pourrons pas soulager tout le monde de la même manière. Un dernier point, au niveau européen, nous essayons également d'influencer les prix en achetant du gaz ensemble. Cela a été décidé lors du sommet des chefs de gouvernement, en tout cas en théorie. La mise en œuvre n'est pas mince affaire. La Commission se penche sur la question. Espérons que cela se passera bien. Nous sommes en tout cas ouverts à cela. La mise en œuvre, comme je l'ai dit, doit être concrétisée et des experts sont en train d'y travailler. Et enfin, nous devons veiller à ne pas perdre le débat quand il s'agit d'interpréter cette guerre. Ces conséquences négatives se font à fond tout ressentir en Ukraine, et c'est là qu'elles sont les plus graves. Mais malheureusement, elles sont ici perceptibles, ici, à moindre niveau, bien évidemment. Mais il faut montrer qui est responsable de cette situation et montrer la chaîne des événements en disant que ce n'est pas Siemens qui a mal travaillé, mais que c'est une décision claire du côté russe de réduire le gaz exporté vers l'Allemagne, par exemple. Il s'agit là d'un véritable conflit. On peut même parler d'une guerre économique. Et nous devons communiquer en conséquence et nous armer dans les espaces publics sociaux pour garantir que nous ne perdions pas le soutien de notre population. Et un élément important pour cela est justement l'élément de la justice sociale, que chacun apporte sa contribution, que ceux qui peuvent faire plus fassent plus en ces temps difficiles. Et c'est dans cet esprit que je vous souhaite une bonne discussion. À bientôt. Ja, vielen Dank, Frau Brandner. Ich mache nun weiter mit der Moderation. Frau Brandner hat es ja angesprochen. Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg. Das ist eine Situation, die immer spürbarer werden wird. Zum Ersten hat sie angesprochen, die soziale Gerechtigkeit, die Einsparmaßnahmen und die Alternativen. Das sind 3 Punkte, über die wir sprechen werden. Des affaires économiques pour le groupe FDP, donc le groupe libéral, membre de la coalition au pouvoir à Berlin. Guten Tag, Herr Huben. Bonjour, Monsieur Huben. J'ai l'impression qu'il y a un problème technique. J'ai l'impression que vous m'avez parlé, que vous m'avez adressé. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement. Ce serait une bonne chose. Est-ce que vous pourriez reformuler votre question initiale parce que je n'ai pas entendu. Je n'avais pas encore de question initiale. Je n'ai que fait la présentation. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Du Conseil d'analyse économique français, qui est même président délégué, me semble-t-il. Bonjour, Monsieur Martin, êtes-vous avec nous? Bonjour, je suis très bien avec vous. Bonjour. Et enfin, Monsieur Schularik, qui est professeur à l'université Friedrich Wilhelm de Bonn et qui est avec nous également. Nous entendez-vous, cher Monsieur Schularik? Oui, je suis là et à Sciences Po en fait. Donc... Vous êtes à Sciences Po actuellement? Oui. Très bien. Ah oui, vous êtes professeur à Sciences Po. Effectivement, voilà. je l'avais noté sur mes notes, mais c'est mon cas aussi d'ailleurs. Voilà. Monsieur Martin également est professeur à Sciences Po.
Merci d'être avec nous. Nous regrettons l'absence aujourd'hui de Valérie Hayet, membre du Parlement européen, membre du parti La République En Marche, qui aurait donné une autre voix politique à cette discussion. Pour commencer, je voudrais peut-être m'adresser à nos deux économistes, M. Martin et M. Choularic. Nous avons une situation qui s'est, depuis une semaine, aggravée sur le plan économique, qui s'est aggravée certainement, qui va avoir des conséquences assez dramatique sur le plan budgétaire. Quelle est votre analyse de la situation? Quels sont les risques que vous redoutez dans les prochains mois et qu'est-ce que vous recommanderiez finalement donc au pouvoir politique s'il vous posait la question, ce qu'il ne manque pas de le faire, j'imagine. Je voudrais peut-être commencer par Monsieur Choularic. Herr Choularic, haben Sie die Frage gehört? Monsieur Choularic, avez-vous entendu la question? Est-ce que vous pourriez commencer par répondre? Oui, volontiers. Français, allemand, anglais. Bon, je vais parler en français et on verra comment on continue. Ou est-ce que vous préférez qu'on parle en anglais? Philippe, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on devrait changer vers l'anglais? Oui, il y a une interprétation simultanée, donc vous pouvez parler en allemand. Je pense que les évolutions des semaines et jours, des derniers jours et des semaines sont vraiment graves en ce qui concerne la perspective économique. Je pense que nous avons vécu un choc qui pèsera sur les prix et qui fera grimper les prix et qui fera en sorte que l'accès au gaz de la Russie soit plus compliqué. Nous avons présenté en mars une étude qui se penchait sur laquelle savoir comment l'Allemagne pourrait gérer un embargo sur le gaz. On a constaté que cela aurait des répercussions sur le PIB, par exemple. C'est une question qui a été discutée pendant les derniers mois. Du côté de l'offre, par exemple, le GNL, les terminaux de GNL, et il y a aussi d'autres canaux. Nous avons fait davantage, nous sommes parvenus à faire davantage de travail. Les stocks, les réservoirs sont plus remplis. Nous en sommes à un niveau assez normal, mais nous n'avons pas assez fait du côté de la demande. Nous avons demandé d'économiser de l'énergie, mais nous n'avons pas demandé à l'industrie et aux entreprises de repenser, de revoir leur processus et d'être moins dépendants du gaz russe. Du point de vue stratégique, cela n'a donc pas très bien marché et cette idée de Poutine, du président Poutine qui regarde comme que l'Allemagne remplit ses réservoirs de gaz était un peu naïve. Donc, nous devons agir davantage au niveau de la demande. Peut-être, Monsieur Martin, vous avez aussi co-signé une étude de faisabilité, comme Monsieur Choularic, au mois d'avril, il me semble. Selon vous, quel est votre diagnostic sur la situation actuelle? On voit bien que la crise énergétique se passe aussi en France, même si le pays est moins dépendant que l'Allemagne du gaz dans sa consommation. Comment vous voyez les mois à venir? Ce que je constate, c'est que ce qui se passe sur les prix, qui sont en grande partie manipulés par la Russie, avec un pouvoir de marché très important, fait que la situation aujourd'hui montre que la manière dont les sanctions énergétiques en Europe ont été mises en place est un échec. C'est un échec puisque d'un côté, on a eu une augmentation des ressources financières pour la Russie, plus 34%,
de ressources budgétaires pour la Russie les 4 premiers mois de 2022 par rapport aux 4 premiers mois de 2021. Et d'un autre côté, on voit que le coût économique pour l'Europe est très élevé puisqu'on a de l'inflation. En gros, on a une baisse du PIB de 2 points de PIB. En gros, c'est un chèque qu'on fait au reste du monde et en particulier à la Russie du fait de cette crise énergétique. Donc, on a the worst of two worlds. Hein. On a à la fois un coût économique pour l'Europe et d'un autre côté, exactement l'inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire une augmentation des ressources financières pour la Russie. Pourquoi on est dans cette situation? Parce qu'on fait des annonces, on génère des anticipations et on n'agit pas immédiatement. Et ça, ce n'est pas la bonne manière de faire une action politique, puisque en gros, en annonçant qu'on va faire un embargo dans 6 mois, ce qui se passe immédiatement, évidemment, c'est que les prix augmentent immédiatement, puisqu'on anticipe des disruptions futures. Et aujourd'hui, il y a encore un marché, et le marché, il génère évidemment une augmentation de prix du pétrole. Et c'est un peu la même chose sur le gaz, hein, finalement, parce qu'on anticipe qu'en effet, à un moment ou un autre, M. Poutine ou nous, mais de plus en plus, ça semble être Poutine et pas nous qui dirigeons les actions, il va y avoir des disruptions et donc le prix du gaz peut-être va augmenter au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 130 € mégawattheure à 150, 200, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on repense complètement la manière dont on met en place ces sanctions énergétiques. Et je suis relativement positif sur le fait qu'enfin, on a une discussion sur, par exemple, un price cap, que ce soit au niveau du gaz ou au niveau du pétrole, parce que ce que ça signifie, peut-être on va avoir d'autres discussions un peu plus techniques là-dessus, ce que ça signifie, c'est que enfin, on n'est pas complètement passif. Aujourd'hui, on est totalement passif au sens où c'est Poutine qui décide quand et comment il interrompt les exportations de gaz et de pétrole et plus ou moins, il décide aussi à quel prix nous le vend. Donc, je suis assez négatif sur la situation actuelle au sens où je pense qu'on paye le coût des sanctions sans en avoir le bénéfice qui serait de réduire les ressources financières à la Russie. Mais si je veux essayer de voir le verre à moitié plein, les discussions du G7 aujourd'hui me font penser, et puis aussi ce que le Conseil a décidé, c'est-à-dire de demander à la Commission un travail technique sur un price cap sur le gaz, me fait penser qu'enfin on comprend qu'il faut non seulement faire des annonces, mais qu'il faut aussi agir maintenant. Encore une fois, annoncer des choses dans le futur, mais ne pas agir aujourd'hui, c'est payer le coût aujourd'hui sans en avoir les bénéfices politiques et stratégiques. Ich übernehme, merci beaucoup, Monsieur Martin, pour cette réponse. J'espère que Monsieur Ruben a pu l'entendre parce que son avis m'intéresse. Monsieur Ruben, Herr Ruben, können Sie uns hören? Monsieur Ruben, est-ce que vous nous entendez? Oui, il y a une réponse, c'est plutôt un commentaire. Je ne suis pas tout à fait sûr ou je ne suis pas tout à fait d'accord avec les orateurs qui ont pris la parole avant moi en ce qui concerne la coalition du progrès. Tous les 3 partis du gouvernement allemand ont abandonné des positions qui ont été développées pendant des décennies et qui étaient considérées comme étant une bonne chose. Par exemple, le positionnement de ne pas exporter les armes dans des régions de guerre, dans les zones de guerre. Deuxièmement, de sortir du nucléaire tout en sortant aussi du charbon. Et troisièmement, le renoncement aux terminaux de GNL aux côtes allemandes. Ce sont des aspects sur lesquels nous avons nous avons accompli un tournant et tout au début,
dans le premier discours que nous avons entendu, nous avons parlé de l'Europe et de la souveraineté européenne. Nous constatons que l'approvisionnement énergétique et l'approvisionnement en matières premières est un aspect où l'Europe n'est pas souveraine. Et donc, nous sommes dépendants des importations en provenance d'autres pays. En Allemagne, on a cru à la devise que lorsqu'on agit, on pourra parvenir à un changement, c'est-à-dire que lorsqu'on dialogue avec la Russie, cela engendra aussi un changement de la politique de la Russie. Mais nous avons constaté que c'était une erreur. Et depuis, nous sommes donc nous changeons de stratégie en ce qui concerne le charbon. Nous ne serons plus dépendants du lignite, de la lignite de la Russie et non plus du pétrole. L'approvisionnement en gaz est un aspect compliqué pour l'Allemagne et là, nous essayons de nous procurer davantage de temps. Et là, il faut faire la différence entre le fait que le pétrole brut est un produit qui existe sur le marché mondial. Par exemple, si on pourra pousser l'OPEC+ à faire augmenter ou faire baisser les prix, nous n'aurions pas ce problème de prix. Et nous constatons qu'en Allemagne, il y a une corrélation entre le prix du pétrole brut et le prix du gaz naturel. Donc là aussi, il y aurait une possibilité d'exercer une influence sur le prix du gaz. Et la Russie exporte encore son gaz selon des anciens accords. Et il me semble qu'au cours des 4-5 derniers mois, nous avons fait beaucoup sur la question et nous essayons de trouver d'autres alternatives. Cela signifie qu'il faut regarder en Allemagne quelles sont les possibilités qui existent. Pouvons-nous extraire nous-mêmes des matières premières? Nous avons des réserves de gaz à côté de la frontière néerlandaise qui ne doit pas être exploitée pour des raisons écologiques. Donc, on en discute à l'heure actuelle au niveau du gouvernement fédéral de la Basse-Saxe. Il y a également un débat sur la question du fracking et l'exploitation du gaz de schiste. Nous avons lancé le débat à l'heure actuelle et à l'heure actuelle, nous parlons également de la question si nous devons réouvrir les 3 centrales nucléaires qui ont été fermées depuis plusieurs années. Sur le plan technique, il s'agit là d'une question délicate puisqu'on se rend compte que certains éléments de ces centrales doivent être remplacés. On ne les trouve pas dans les supermarchés. Et on se rend compte que la plupart des matériaux nécessaires venaient également d'autres pays, notamment du Kazakhstan. Donc, on participe à ce débat. On est en train d'en débattre et de discuter de cette question. D'un côté, il s'agit d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et nous prenons des mesures à l'égard. Par rapport à la question du nucléaire, il me semble qu'en Europe, nous sommes confrontés à une difficulté. En France, il me semble que la moitié des centrales ne fonctionnent pas pour différentes raisons, puisqu'elles ne peuvent pas fournir d'électricité. Je crois que c'est lié avant tout à la question des eaux refroidissantes. Et donc, on voit qu'il y a également des questions internes qui augmentent la pression de manière générale. Donc, voilà, le manque de liquide de refroidissement. Pour conclure, la question se pose de ce que nous faisons par rapport au prix. Donc, en tant qu'économiste du marché, je dois dire que le prix est une raison de modifier son comportement.
Donc, cela vaut avant tout quand on parle du gaz pour l'industrie. Au cours des derniers mois, nous avons mené des discussions avec les représentants de l'industrie pour voir si cela était possible, en tout cas sur le plan technique à certains endroits. Et on voit que des investissements vont avoir lieu que nous n'aurions pas fait puisque cela n'en aurait pas valu la peine vu que le prix du gaz était très bas. Et comme le prix du gaz était bas, nous n'avons pas renforcé notre propre production pour voir s'il y avait d'autres possibilités de faire des économies en ayant un rendement comparable. Donc, le débat est mené à l'heure actuelle, mais on ne peut pas construire un gazoduc en 3 semaines et on ne peut pas non plus réformer les processus industriels en 3 mois. Donc, c'est le sujet auquel, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il nous faut gagner du temps par rapport à l'approvisionnement en gaz. À l'heure actuelle, nous sommes les acteurs dépendants de l'extérieur et cela entraîne une situation très compliquée. Monsieur Huben, pour cette analyse. Je voudrais peut-être rebondir avec vous, Monsieur Choularik, puisque vous aviez l'étude que vous aviez publiée, je crois à la fin du mois de mars, recommandait un arrêt, un embargo immédiat sur le gaz russe qui aurait eu cet effet de surprise et peut-être cet effet aurait évité certains effets négatifs que Monsieur Martin évoquait dans son intervention. Est-ce que vous regrettez que ce pas n'ait pas été fait et peut-être une question sur ce qu'on vous a opposé à ce moment-là, sur la question de la résilience, de la capacité de résistance des entreprises et des ménages. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au vu de la situation actuelle? Ja, sehen Sie, ich denke, das ist in der Tat ein komplexes Feld. Oui, je pense qu'il s'agit là d'un domaine très complexe. Nous essayons, donc pour répondre à Monsieur Huben, puisque je pense que ce que Monsieur Huben a dit reprend beaucoup de points que l'on avait revendiqués et demandés en mars. Donc pour moi, la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut savoir avec autant de clarté que les entreprises ne sont pas en mesure de réduire leur consommation en énergie en l'espace de quelques mois? Est-ce qu'elles ne peuvent pas changer leur source d'énergie? La recherche dit que cela est possible. Donc, il y a un grand problème par rapport à la résilience. Ce qu'on a vu en Allemagne au cours des derniers mois, c'est l'influence de groupes de lobbying qui ont fortement influencé la politique sur ces questions. Et si en Allemagne, le BGI, l'IG Metall, les grands syndicats se mettent d'accord, le pays entier est paralysé, même si l'industrie ne représente plus que 20% des emplois et 80% Früher zu einer Unabhängigkeit von 20% de la valeur créée. Monsieur Huben a tout à fait d'accord. Nous avons vu une série de principes qui ont été jetés par-dessus bord et on voit qu'il y a également des positions extrêmement problématiques. Nous avons fait des erreurs sur le plan stratégique avec une dépendance énergétique bien trop forte vis-à-vis d'un pays que nous ne pouvons pas contrôler et il est bien évidemment que ce pays poursuit d'autres intérêts que les nôtres. La résilience est un problème parce que nous sommes bien trop lents pour, en termes de processus décisionnel. Et un autre problème, c'est l'influence de certains groupes d'intérêt sur la politique. Et pour revenir à ce que Philippe a dit tout à l'heure, nous voyons que ces politiques ne sont pas résilientes, mais sont sensibles aux crises. Donc, Philippe a cité là un bon exemple. Annoncer aujourd'hui un embargo et le mettre en œuvre il y a 6 mois, il s'agit là véritablement d'une erreur de débutant puisque les prix réagissent immédiatement. Donc, cela serait dans l'intérêt de Poutine qui, au final, pourrait se saisir de cette opportunité tandis que nous serons confrontés à une forte inflation et cela n'atteindrait pas son objectif, à savoir influencer la guerre. Donc, mon analyse des derniers mois, donc Robert Habeck et le ministère de l'économie
font un excellent travail du côté de l'offre, mais en termes d'économie politique en Allemagne, nous avons fait de grandes erreurs avec cette réduction du prix des carburants. Nous avons ainsi subventionné la Russie. Nous consommons donc plus de ces énergies. Nous avons trop consommé et cela a permis à Poutine de faire parvenir son message et introduire un embargo maintenant, cela ne sert à rien. Il ne s'agit pas de jouer au chat à la souris avec Poutine, qui continue à avoir les leviers importants à sa portée. Donc, dans les autres domaines politiques, on se rend compte qu'il y a des déficits, des lacunes. Les institutions en Europe et en Allemagne, par rapport à la France, je serais un peu plus prudent. On voit qu'en tout cas, on ne dispose pas de bonnes institutions. Nous avons vu quel était l'horizon. On a réussi à mettre un grand nombre de choses en place en l'espace de quelques mois, mais on voit qu'on est bien trop lent. La mise en œuvre prend trop de temps. On ne peut pas faire preuve de courage. On a l'impression que la politique allemande est dominée par un esprit de bureaucratie et non de créativité. Et la résilience, cela signifie qu'en temps de crise, on a un leadership qui fait preuve de créativité. Je dis cela, je ne m'adresse pas uniquement ici à M. Huben, mais à la chancellerie. Je pense qu'il est important d'avoir conscience qu'il faut parfois prendre de grands risques pour pouvoir éviter des risques plus grands à terme. Merci. Merci beaucoup, M. Schularik. Je poserai peut-être la question à M. Martin. Est-ce que vous regrettez aussi les politiques qui ont été prises en France? Est-ce que vous regrettez que là aussi on ait été trop hésitant ou qu'on ait fait également des rabais à la pompe qui n'ont pas permis de réduire la demande de gaz russe? On se souvient quand même en matière de résilience de l'épisode des Gilets jaunes, évidemment, en France, dont peut-être vous pouvez nous parler. C'était peut-être un traumatisme particulièrement fort pour le gouvernement qui n'avait aucune envie de recommencer cette expérience au moment des élections. Quelle est votre analyse de ces mois passés depuis le développement de la guerre en France sur le plan énergétique ? Je crois que le traumatisme des Gilets jaunes, c'est pas seulement en France, je crois qu'il est aussi en Allemagne. Hein. Je pense que l'Allemagne a appris, je ne sais pas si c'est les bonnes ou les mauvaises leçons des événements de Gilets jaunes, mais je crois que c'est quelque chose qui, partout en Europe, a beaucoup marqué les gouvernements. Sur la question de savoir est-ce que le signal de prix doit être présent aujourd'hui dans la crise, oui, bien entendu. Je pense qu'il faut avoir des prix élevés du pétrole et du gaz, bien entendu, en Europe, parce que c'est le meilleur signal pour engendrer une baisse de la consommation et donc de notre dépendance aux énergies russes, mais aussi, évidemment, pour préparer la transition énergétique. Il faut essayer le plus possible que nos objectifs de long terme en termes climatiques et les objectifs politiques et stratégiques de court terme soient alignés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la rente de ces prix élevés, elle va à la Russie. Et évidemment, ce serait plus intelligent si cette rente revenait aux Européens. Et donc, il y a d'autres instruments qui pourraient être utilisés. On a parlé tout à l'heure du price cap. C'est une manière de reprendre la rente des Russes et de la remettre en Europe. On aurait pu imaginer aussi un tarif sur les exportations d'énergie russe. Mais vous faites aussi allusion, disons, aux baisses de taxes, en anglais on dit rebates sur les prix qu'on a vu en France, qu'on a vu en Europe et un peu partout. Donc, ça ne me paraît pas en effet les bons instruments. Les bons instruments, ce sont des transferts plus ciblés sur les ménages et sur les entreprises qui sont les plus fragiles et qui sont les plus affectées par les très fortes augmentations de prix de l'énergie. Alors, ce n'est pas toujours en général, ce sont plutôt des ménages, si on regarde les ménages, ce sont plutôt les ménages modestes,
Mais en fait, à l'intérieur des ménages modestes, il y a même beaucoup d'hétérogénéité. Et ça va évidemment beaucoup dépendre en fait des équipements des ménages. En particulier, est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez besoin d'une voiture pour aller à votre travail? Est-ce que vous avez une chaudière au fioul, etc., etc. Donc, c'est vrai que ces transferts ciblés sont moins coûteux sur le plan budgétaire. Ils ont aussi, ils génèrent moins de distorsions au sens où ils permettent au signal prix d'être toujours présent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Vous voyez qu'en fait, ce que vous voudriez faire, c'est des transferts qui sont ciblés, par exemple, sur des gens qui prennent tous les jours leur voiture, qui ont une chaudière au fioul, etc., etc. Bon, et ça devient un petit peu difficile. C'est l'enjeu en particulier de la loi qui va être passée au mois de juillet en France sur le pouvoir d'achat. Mais donc, on voit bien que en effet, il faut davantage cibler des transferts et que ce soit des transferts forfaitaires que des baisses de taxes, de TVA ou de taxes sur les énergies. Alors, je rebondis si on m'entend bien. Oui, je rebondis en vous posant la question, Monsieur Rouben, effectivement, puisque vous avez participé aux discussions sur les paquets de soutien au pouvoir d'achat côté allemand qui se sont élevés à 30 milliards d'euros, donc aussi bien des soutiens directs aux ménages que des rabais à la pompe, donc qui ont été très discutés, très critiqués, ce rabais à la pompe. Aujourd'hui, la situation menace quand même de s'aggraver, de se prolonger. Comment vous voyez les mois à venir? Est-ce que vous vous préparez à de prochains paquets d'allègements? Est-ce que la voie budgétaire que le gouvernement a choisie peut tenir dans cette situation? Ich möchte gern darauf antworten, aber erlauben Sie mir kurz eine. Oui, je vais répondre à votre question, mais tout d'abord une remarque à l'égard de Monsieur Schularik. Donc, il faut savoir si vous souhaitez louer Monsieur Habeck ou si vous souhaitez critiquer le gouvernement fédéral pour sa lenteur. Les lois que nous avons décidées dans le domaine énergétique et qui sont en train d'être préparées viennent effectivement du ministère de l'économie. Donc, soit nous menons une bonne politique ou une mauvaise politique. Deuxième commentaire, la question de la consommation de gaz. Je pense qu'il est important ici d'effectuer une distinction. Dans certains cas, le gaz est utilisé comme matière première. Donc, AdBlue est produit sur la base de pétrole brut. Ensuite, la question qui se pose, c'est l'alimentation thermique de l'industrie. Et on ne peut pas changer cela sans investissement. Donc, une centrale, changer l'approvisionnement de la centrale, faire passer du gaz au charbon, cela dure 2 ou 3 ans. Donc, on peut dire que les processus sont trop lents, mais malheureusement, on ne peut pas les accélérer. Vous avez raison quand vous dites que nous avons décidé de toute une série de mesures d'allègement dès le printemps. Nous avons introduit différentes mesures fiscales. Donc, avec la question des personnes qui doivent réaliser des migrations pendulaires et d'autres types d'allègements, l'allègement pour les enfants, pour les personnes qui reçoivent le minimum social. Et nous avons supprimé la redevance sur les énergies renouvelables, mais cet allègement ne sera perçu qu'à partir du 1er juillet, puisqu'elle ne sera supprimée qu'à partir du 1er juillet. Donc, visiblement, les esprits s'échauffent sur ces questions. Nous avons introduit, donc d'un côté, le ticket à 9 € et la baisse des prix du carburant. Donc, le
ticket pour les transports en commun à 9 € a entraîné une véritable ruée sur les transports en commun. Donc, cela montre qu'il y a un déficit en matière d'investissement dans ce domaine et qu'il nous faut véritablement investir dans ce domaine si nous souhaitons que les personnes utilisent moins leur voiture et plus les transports en commun. Mais je pense qu'il s'agit d'une bonne mesure éphémère, donc sur 3 mois. Ensuite, je pense qu'il est important de proposer des tarifs plus intéressants dans le domaine des transports en commun, mais il s'agit là également de questions techniques compliquées avec des limites tarifaires, de voir si on adopte le modèle de Viennois avec un ticket qui coûte 1 € par jour. Le temps presse un peu et je voudrais vous poser une question. Quelle est votre perspective, prévision pour les mois à venir en ce qui concerne le budget que vous prévoyez? Quel est votre avis concernant le frein à la dette pour l'année 2023? Le frein à la dette est quelque chose qui est inscrit à la loi fondamentale et en ce moment, il y a des négociations concernant le budget pour l'année à venir. Cette proposition sera mise sur la table la semaine à venir, la semaine prochaine. Nous ne pouvons pas faire des concessions en matière de politique financière en raison des influences qui proviennent de l'extérieur. Nous parlons de l'inflation et de la flambée des prix. L'inflation chez nous a commencé juste après les élections du Bundestag. Moi, je produis des produits de cuivre et là, les prix ont augmenté en été dernier. Et là, à ce moment-là, nous ne savions pas encore que la guerre en Ukraine allait survenir. L'Allemagne doit faire une politique financière sérieuse, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons stabiliser la position de l'euro en tant que monnaie vis-à-vis du dollar et de d'autres devises. L'année dernière, nous avons payé 2 milliards d'euros pour les dettes et cette année ou l'année à venir ou pour le budget à venir, ce chiffre s'augmenta à 28 milliards d'euros. Un dernier point avant que nous allons passer. C'est la question de la communication qui me paraît un point intéressant pour terminer. Et je vais vous poser la question aux trois. Nous avons actuellement, côté allemand, une communication très directe, très précise du ministère Habeck sur l'ampleur de la crise qui arrive et une campagne de communication qui a débuté sur les économies d'énergie. Monsieur Schularik, vous aviez l'air de dire que vous trouviez que c'était insuffisant, mais en France, elle a à peine commencé. Dans quelle mesure cette communication et cette crédibilité peut influencer l'attitude des citoyens? Est-ce que là, il y a des différences franco-allemandes? Et est-ce que ça peut effectivement, comment est-ce que ça peut marcher? Comment est-ce qu'on peut convaincre? Quelle communication permettrait de convaincre les citoyens, les consommateurs de réduire la consommation, puisque c'est l'instrument qui est aujourd'hui privilégié dans beaucoup de cas, dans beaucoup de discours politiques, notamment ce qu'on a entendu chez Frau Brandner. Quel est votre avis là-dessus, Monsieur Schularik? Et ensuite, je vous demanderai à vous, Monsieur Martin, la même question. Ich denke, in der Tat ist die Kommunikation ganz wichtig. Je pense que la communication est un élément clé et Monsieur Habeck a pris de nouveaux chemins. Il y a deux possibilités. Premièrement, de faire des incitations financières pour pousser les gens à économiser l'énergie.
Stofflich, da ist man bereit, sehr, sehr viel für zu zahlen. Monsieur Huben vient de le dire que pour AdBlue, on est prêt à payer beaucoup, mais dans d'autres secteurs, on peut peut-être réguler les prix d'une autre manière. Et ces industries, ces secteurs pourront réduire donc leur consommation. C'est une incitation qui se fait donc par le prix. Il y a plusieurs modèles envisageables. Und sagt, es gibt ein Energiegeld. On pourrait, par exemple, proposer des subventions pour les consommations d'énergie pour les citoyens, pour les ménages modestes. Makroebene und gucken, was wollten wir eigentlich im Februar, Lorsque März. nous regardons ce que nous voulions en février, en mars, nous constatons que les coûts que nous voulions réduire les prix pour l'Europe et l'Allemagne, nous ne voulions pas avoir de récession. Il y avait toujours cette devise de faire plus de choses qui nuisent au président Poutine que de mesures qui nuisent à nous-mêmes. Nous voulions nuire au financement du budget russe et maintenant, nous constatons que ces deux objectifs, nous ne sommes pas parvenus à réaliser ces deux objectifs. L'Europe tombera très vraisemblablement dans une récession. Par ailleurs, nous avons payé des milliards à la Russie pour financer cette guerre. Donc, du côté de la demande, le ministère de l'économie a fait un très bon travail, mais en ce qui concerne, par exemple, en ce qui concerne le côté de la demande, nous constatons que nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs financiers et nous avons soutenu le président Poutine. Une autre manière d'inciter les gens à économiser des prix, ce sont les campagnes d'économie pour dire que c'est en leur disant que c'est pour un bien commun. Mais je pense que ces deux solutions, ces deux approches se complémentent. Wie gesagt, das, was wir gemacht haben, Tankrabatt, Gas. Le rabais à la pompe et d'autres mesures que nous avons prises, ce sont des choses que nous avons faites sur le côté de la demande, mais en ce qui concerne l'offre, nous n'avons pas fait suffisamment. Au contraire, parce que nous avions des craintes, parce que nous avions la peur de certains scénarios. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne donne pas les meilleures notes au gouvernement. Cette question de la communication, par quels instruments, comment est-ce qu'on communique auprès des consommateurs pour les convaincre de baisser leur consommation, y compris dans une société qui est peut-être fragmentée, comme on l'a vu lors des dernières élections en France. Est-ce que ça peut fonctionner? Qu'est-ce qui peut fonctionner? C'est extrêmement difficile de faire une communication politique sur consommer moins d'énergie, passer moins de temps sous la douche et n'utilisez pas trop la climatisation. Bruno Le Maire s'y est essayé, a fait 2-3 communications et je peux vous dire qu'il a été la réaction sur les réseaux sociaux a été d'une violence inouïe. Et donc, le gouvernement n'est pas allé très loin dans cette direction. Et évidemment, on parlait des gilets jaunes auparavant, c'est évidemment se souvenir. Je pense que cette communication politique aurait pu marcher si elle avait été faite au moment très rapidement après l'invasion, c'est-à-dire au moment où disons, dans l'opinion publique en France, mais d'ailleurs aussi dans le reste de l'Europe,
le choc de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine était tel qu'on aurait pu avoir un message politique très fort sur justement c'est maintenant qu'il faut réduire notre consommation, etc. On n'a pas eu, hein, on l'a pas fait, et je pense que maintenant ce sera très difficile parce qu'il y a, et c'est pas être cynique de le dire, il y a voilà, l'émotion s'est émoussée hein, dans l'opinion publique française. Je pense que c'est le cas aussi dans d'autres pays, et la question du pouvoir d'achat est devenue la question politique essentielle dans le débat politique français. Et donc, ce que ça signifie, c'est que je crains qu'il n'y ait que deux instruments. Il y a l'instrument des prix dont on a déjà parlé, il ne faut pas le contredire, mais il va jusqu'à un certain point, et qu'à un moment ou un autre, mais soyons très clairs, ce sera M. Poutine qui va qui va nous y obliger, parce que c'est lui qui maintenant a pris les commandes en fait hein, sur les quantités et sur les prix. C'est ça, je pense que c'est ça le problème, c'est que nous sommes très passifs et que donc en fait cette réduction de la consommation, je crains qu'elle ne se fasse par un mécanisme qui est très peu efficace en économie, c'est le rationnement. Et c'est ce vers quoi on va. Ça paraît évident. Alors en Allemagne, il y a déjà des discussions très claires hein, sur les protocoles de rationnement, moins en France, même s'il y a une préparation. Mais donc je crains que on n'a pas pris l'occasion au tout début de la crise pour avoir un message politique très fort. Et puis ensuite, sur les prix, on a plutôt eu tendance à réduire le signal prix. Et par ailleurs, je pense qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, en particulier en essayant de réduire la rente vis-à-vis de la Russie, en considérant que le marché du gaz et du pétrole aujourd'hui, c'est pas un marché qui fonctionne selon les lois du marché. C'est un marché manipulé par Poutine avec un monopole, et donc il faut que l'Europe reprenne du pouvoir de marché. Pour que, non pas qu'on rebaisse les prix à 20 € le mégawattheure, c'est pas ça l'objectif, évidemment. Encore une fois, il faut que les prix soient élevés pour faire baisser la consommation, mais pour que la rente soit déplacée de la Russie vers l'Europe. Merci beaucoup, monsieur Martin. Je crois que ça répond à la question de Raya Gerganova, excusez-moi, qui était jusqu'à quel point les limites de prix sont-elles imposables à la Russie alors que le pays contrôle les prix est en position de force. Je pense que vous y avez répondu. Si je demande... Juste un petit point oui, pardon, juste sur cette question, un petit point technique, hein, parce que il y a aussi une partie légale. Donc, les contrats avec la Russie, sur la Russie, ce sont des contrats à long terme, c'est ce qu'on appelle des contrats take or pay. Hein, et où donc, en fait, on est obligé, si on reste dans les contrats, hein, de prendre les quantités et on ne peut pas réduire les quantités facilement, en fait, hein, auxquelles on achète. En revanche, dans ces contrats, le prix, c'est un prix qui est indexé sur le prix spot du marché européen. Rien ne dit qu'on ne peut pas dire, par exemple, aujourd'hui, eh bien, le prix ne pourra pas aller au-delà, on peut réguler ce prix, et dire ce prix ne pourra pas aller au-delà de 120 €, par exemple, du mégawattheure. Et simplement dire dans le futur, il n'y aura pas, on ne paiera pas au-delà de 120 €, le prix actuel, par exemple, ça pourrait faire baisser les prix, puisque, encore une fois, une part du prix très élevé, hein, c'est le fait qu'on anticipe dans le futur que les prix seront plus élevés. Et donc, je pense que le price cap, c'est vrai, je pensais plus sur le gaz que sur le pétrole. Je pense que c'est un instrument hétérodoxe. C'est pas un instrument que les économistes aiment en général, hein, bien entendu, mais on est dans une situation totalement anormale et totalement hétérodoxe. Merci beaucoup. Monsieur Huben, une dernière réponse. Je crois qu'on arrive à la fin du temps. Sur cette question de la communication, est-ce que vous voulez réagir? Et puis, je vous demanderai dans la foulée de répondre à cette question du public de Monsieur Cambielli, qui demande si le nucléaire ne serait pas une solution pour faire baisser la dépendance à la Russie. Vous l'avez évoqué, et c'est une question compliquée à résoudre à court terme. Mais est-ce que vous voulez revenir là-dessus? Alors, c'est deux questions, la question de la communication et la question du nucléaire. S'il vous plaît,
en 2-3 minutes pour qu'on puisse terminer dans les temps. Merci beaucoup. Vielen Dank, ich versuche es ganz schnell zu Oui, beantworten. je tenterai d'être concis. Alors, d'une manière générale, la politique a dit clairement à quel point la situation d'approvisionnement est grave. J'ai lu dans un journal que M. Habeck a eu un temps difficile malgré la période courte de son mandat jusqu'à présent. Donc, la situation est grave. Monsieur Scholarek, encore, je vous conseille de vous informer davantage pour lire que les consommations de gaz étaient toujours inférieures à nos consommations de cette année. Donc, le problème, donc les citoyens sont conscients du problème et ils savent qu'il est important de consommer, d'économiser d'économiser de l'énergie. La Russie n'achète ses armes uniquement en Russie. Donc là, le président Poutine ne dépend d'aucune manière des devises étrangères. Ce sont tous des produits qui proviennent du marché intérieur. Et vous voyez que je trouve que c'est une question importante et l'avenir nous montrera quelles sont les réponses à ces questions. Quant à la question sur l'énergie nucléaire, je veux dire la chose suivante. Si nous parvenons à ne plus consommer le charbon, cela nous serait possible, mais l'approvisionnement en urane est compliqué elle aussi. Un dernier commentaire, la baisse des prix du carburant, cela fonctionne et à la fin, on fera les calculs pour voir si les recettes fiscales qui ont été faites grâce aux touristes venus du Pays-Bas et d'autres pays nous a permis au final de financer cette baisse des prix et qu'on a réussi en fait à couvrir les frais de cette baisse du prix des carburants. Je ne voudrais pas laisser ce commentaire comme cela, puisque nombre de ces éléments n'étaient pas vrais. Bien évidemment, au cours des débats des derniers mois, évidemment, oui, 40% du budget russe dépend des exportations de gaz et de pétrole. Donc, cela joue un rôle important pour la stabilité du régime, pour les salaires des infirmières, des soldats, etc. Cela joue un rôle central. Et là, je pense que les économistes ont fait un bon travail au cours des derniers mois et on continue, on va de l'avant et on avance en termes de réflexion. Merci. Merci beaucoup. Très stimulant, je crois. Je voudrais vous poser à vous trois la question suivante. En quelques mots, est-ce que vous pourriez répondre en quelques mots? Quel projet franco-allemand initieriez-vous pour faire face à ce problème ou quel projet franco-allemand soutiendriez-vous pour faire face à ce problème? Une question difficile, mais vive la créativité. Monsieur Scholarek. Ich fange an. Also, ich denke, Je commence. Je pense que les deux grands projets sur lesquels nous devons progresser, c'est d'un côté la défense et le marché européen de l'énergie. On voit qu'il y a des déficits en matière de souveraineté. Je ne suis pas expert de la question militaire, mais je suis inquiet de constater
que 27 pays s'occupent de leur armement de manière seule et que ces 27 armées s'occupent, 27 gouvernements s'occupent de leur armée. On voit qu'ils ont des structures administratives qui ne fonctionnent pas. Donc, on se rend compte que les dépenses allemandes sont supérieures à celles de l'Allemagne, de la France, pardon, mais la France a une armée qui fonctionne et cela n'est pas lié à des questions financières. Nous avons donc besoin de manière impérative par rapport à cette mise à jour stratégique nécessaire. On ne sait pas ce qui va se passer en 2023-2024 aux États-Unis, qui sera le nouveau président, et je pense qu'il est extrêmement urgent que l'on fasse des progrès, et ces progrès doivent être réalisés en commun. Si la solution est de faire en sorte que cela soit placé sous direction française et l'Allemagne fournit les moyens financiers, pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Mais je pense que cela n'a pas de sens si 27 pays ont leurs petites armées qui n'ont pas de grandes capacités. Nous avons besoin véritablement d'une modernisation stratégique coordonnée. On l'a vu par rapport à la question de l'énergie et là également, nous avons besoin d'une approche commune. Merci beaucoup. Monsieur Martin, sur un projet franco-allemand qu'il faut soutenir, que vous soutiendriez pour faire face à ce défi. Je pense qu'on doit s'attendre, encore une fois, à un embargo ou un rationnement de la part des Russes. Donc, il faut s'y préparer et je pense qu'il faut s'y préparer en franco-allemand. C'est-à-dire que l'impact économique de cette disruption sur les importations de gaz et de pétrole de la Russie, il sera d'autant plus important si on n'a pas une préparation en coopération entre, en particulier la France et l'Allemagne, mais bien entendu entre les différents pays européens, ce qui signifie d'ailleurs que les protocoles de rationnement doivent être, à mon avis, discutés. Et ces protocoles de rationnement, ce sont des protocoles de rationnement qui doivent être à la fois à l'intérieur des pays, entre les entreprises, les ménages, les administrations, mais aussi entre les pays. Et bien entendu, ça signifie qu'il faudra de la solidarité. Il faudra de la solidarité entre les pays qui sont les moins touchés a priori par de telles disruptions, et la France sera certainement parmi les pays relativement moins touchés, ou l'Espagne, le Portugal, et les pays les plus touchés, bien entendu, qui sont plus à l'est de l'Europe. Donc je pense que moi je soutiendrai un travail sur les mécanismes de solidarité et les mécanismes d'intégration du marché pour qu'au moment où il y a ce choc, il arrivera, de toute façon, il va arriver, ce choc, il faut qu'il y ait une très forte coopération franco-allemande et une très forte coopération européenne, à la fois sur le plan économique et technique. Monsieur Huben, Herr Huben, vous avez le dernier mot sur cette coopération franco-allemande, ces projets franco-allemands. Quel est votre avis ? Premièrement, en Allemagne, nous sommes confrontés à un devoir. Nous devons remplir nos réserves en gaz, puisque nous avons là véritablement une responsabilité à l'égard de l'ensemble de l'Europe. Sur le plan géologique, nous avons la possibilité de stocker du gaz. Il est donc de notre devoir de soutenir les pays qui ne peuvent pas stocker du gaz. Donc, nous souhaitons remplir les réservoirs de gaz et il ne s'agit pas là d'un intérêt allemand, mais d'un intérêt européen. Deuxièmement, par rapport à la coopération entre la France et l'Allemagne, je souhaiterais que, premièrement, les infrastructures électriques soient améliorées de telle sorte que les réseaux soient mieux connectés pour qu'en cas de pénurie d'électricité, on puisse se soutenir mutuellement. Et de manière très concrètement, il y a un gazoduc qui va jusqu'au nord de l'Espagne que l'on pourrait connecter au réseau européen, mais ce gazoduc devrait traverser les Pyrénées. On n'a pas encore de majorité en France pour ce pays, mais je pense qu'il serait intéressant de relancer ce débat, vu la situation actuelle, pour essayer de faire en sorte que l'on puisse livrer du gaz depuis le nord de l'Afrique vers l'Europe de l'Ouest. Merci beaucoup. À ce panel qui s'achève. Restez avec
Puisque dans 10 minutes, maintenant, un peu moins de 10 minutes, le prochain panel va débuter avec Cornelia Woll, Hélène Kohl, Christian Lequem et Frédéric Petit sur le rôle du franco-allemand dans le renforcement de la souveraineté européenne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion et à très vite pour le prochain panel. Merci beaucoup. Dankeschön. Tschüss. Merci. Merci.